Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre ce mercredi 13 juin. À Yamoussoukro, la capitale administrative ivoirienne, un drame s'est produit ce mercredi. Un immeuble R+4 en construction s'est effondré sur les ouvriers. Pour l'heure, une vingtaine de personnes secourues et évacuées vers les structures sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, encourage les pays d'Afrique à utiliser le vaccin anti-rotavirus contre la diarrhée afin de réduire considérablement le taux de mortalité des enfants de 0 à moins de 5 ans. 14 pays du continent ont été conviés à une rencontre. Au Bénin, des enfants âgés de 6 à 15 ans, issus de familles défavorisées, sont exploités comme main-d'œuvre bon marché. À l'origine, ils sont confiés à des tuteurs par leurs parents contre une rémunération et une bonne éducation. Le trio États-Unis-Mexique-Canada dispose à partir d'aujourd'hui de 8 ans pour préparer la Coupe du monde de football 2026. Il a été choisi par la FIFA pour organiser le premier mondial à 48 équipes grâce à 134 votes de délégués contre 65 pour le Maroc. Bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce matin pour Toulouse en France. Il va effectuer une visite au siège d'Airbus, le géant français de l'aéronautique. Daniel Cablon-Duncan va échanger avec les responsables d'Airbus en vue de conclure un partenariat entre Airbus et l'État ivoirien. Ici en Côte d'Ivoire, les magistrats membres de la Cour des comptes ont procédé à la déclaration de leur patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. 25 magistrats avec à leur tête le président de la Cour, Kanvali Diomondé, qui s'est dit heureux de se soumettre à cet exercice de transparence. À Yamoussoukro, dans le centre du pays, un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré dans la mi-journée de ce mercredi. Une vingtaine de personnes ensevelies ont pu être sorties des décombres et évacuées vers les structures sanitaires. Kader Sogodogo. Yamoussoukro, quartier millionnaire, voici ce qui reste d'un immeuble de type R+4 en construction. Une propriété privée qui devrait servir de réceptif hôtelier. Un des travailleurs du chantier, sauvé de justesse, apporte son témoignage sur l'effondrement. Donc moi j'ai dit je vais sortir pour aller manger. Donc sortant du bâtiment, c'est descendu. On avait les électriciens qui étaient là, on avait même les maçons, les aides, on avait beaucoup d'hommes qui étaient sur ce chantier. Ils étaient venus pour renforcer le bâtiment, puisque le bâtiment c'était trop énorme pour la charge et les poteaux qui étaient là. Sur la trentaine de travailleurs qui étaient sur le chantier, 15 sont encore bloqués sous les décombres. Les cris de détresse de certains d'entre eux sous les gravats parviennent jusqu'à l'extérieur. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour les secourir. Nous sommes actuellement en cours d'extraction des 3 autres. Nous cherchons toujours un tunnel pour pouvoir atteindre les différentes poches de suivi dans lesquelles les victimes sont encore bloquées. Bon, pour le moment, nous faisons un enlèvement sélectionné des décombres, c'est-à-dire nous sélectionnons les décombres où il y a les victimes. À l'issue, on va procéder à un enlèvement généralisé pour pouvoir voir la structure complète du bâtiment et enlever les autres victimes qui sont en dessous. Quelque chose est prévu pour la nuit? Oui. Des moyens d'éclairage et d'autres outils pour tout ce qui est le forçage, la découpe des morceaux de béton sont en cours d'acheminement. Les secours continuent. Aucun mort n'a été enregistré pour l'heure et les recherches se poursuivent effectivement sur le site. Dans la commune de Yopougon, un comité de lutte contre le racket a été installé. Présidé par le maire de la commune, il est composé de toutes les couches socio-professionnelles. Ce 17e comité local a été installé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a pour mission de sensibiliser, notamment sur les bonnes attitudes à adopter pour mettre fin au racket. Moussa Konaté. Le gouvernement ivoirien renforce sa stratégie de lutte contre le racket. L'unité de lutte contre le racket se déploie progressivement sur tout le territoire national. Le comité communal de Yopougon est installé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est présidé par le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné. Il a été bien dit que c'est l'ignorance qui est à l'origine de pas mal de cas de ce genre. Et c'est justement à cela que nous allons nous attaquer, la sensibilisation, pour faire en sorte à ce que le comité de lutte contre le racket
formés, s'engagent dans la sensibilisation des populations, que les populations connaissent leurs droits et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses pourront changer. C'est le 17e comité local de lutte contre le racket, après plusieurs autres dans certaines localités de l'intérieur du pays. La lutte contre le racket, un facteur de bonne gouvernance. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, appelle à la participation citoyenne. Tout cela se situe dans le cadre de la décision du président de la République et dans le contrat que le président de la République a tenu à sceller avec le peuple ivoirien, de faire en sorte que l'Ivoirien puisse faire sa mue pour devenir un Ivoirien nouveau. Et la lutte contre le racket rentre justement dans le cadre de cette vision. La lutte contre la corruption rentre dans le cadre de cette vision. Il appartient à chacun de s'approprier justement ce terme d'Ivoirien nouveau, ce concept qui va nous permettre justement de consolider notre développement, de lutter mieux contre la pauvreté, de lutter mieux contre les injustices sociales. Le comité local de lutte contre le racket de Yopougon regroupe toutes les couches socio-professionnelles, dont les forces de l'ordre qui ont reçu symboliquement le bulletin de service, un document sans lequel aucun agent ne devrait entreprendre une mission. Le Nigeria va présider pendant une année l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Son mandat s'inscrit dans la poursuite des réformes entamées depuis plusieurs années déjà sous la présidence du Tchad. Le fonds de l'organisation est recapitalisé à hauteur de 500 millions de francs CFA. Il va fonctionner sous forme de partenariat public-privé. Christelle Menon. Une session extraordinaire de conseil de ministres marquée premièrement par un passage de témoins entre le Tchad et le Nigeria. Ce dernier, premier pays producteur de pétrole en Afrique, assurera pendant un an la présidence de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO en anglais. La capitale nigériane abrite aussi désormais le siège de l'organisation précédemment établie à Brazzaville. Le Nigeria a été nommé par tous les autres pays pour affecter une transition, pour rendre la peau beaucoup plus dynamique, on dira, mais surtout de permettre à la peau, à la fois sur le plan de soutien aux différents pays par rapport au secteur, de jouer un rôle qui va promouvoir le développement du secteur pétrolier en Afrique, mais également d'avoir attaché à cela potentiellement un véhicule qui va permettre à des investisseurs d'investir en Afrique subsaharienne. 4 résolutions ont par ailleurs été prises lors de cette session tenue le 11 juin dernier à Abuja. Elles portent sur le budget de l'organisation et de son organe annexe, le fonds APO pour la coopération technique, lui aussi en cours de réforme. Le fonds APO s'appellera désormais Société africaine d'investissement pétrolier. Recapitalisée à environ 500 milliards de francs CFA au minimum, la nouvelle institution financière non bancaire fonctionnera sur un mode de partenariat public et privé. C'est fort de cela et de l'expérience des autres que nous espérons justement nous appuyer sur l'APO pour apprendre d'abord des autres, connaître ce qui se fait le mieux et pouvoir appliquer ce qui se fait au mieux au niveau de la Côte d'Ivoire. Créée en 1987 à Lagos, au Nigeria, l'organisation intergouvernementale est en pleine redynamisation afin de correspondre davantage au contexte énergétique mondial, s'aligner sur les grandes orientations pétrolières mondiales et permettre aux pays membres de tirer de meilleurs profits des activités d'exploitation de cette ressource non renouvelable. Une réforme qui pourrait connaître une véritable accélération sous la présidence du Nigeria, poids lourd de l'échiquier pétrolier africain et mondial. L'année dernière, le port autonome de San Pedro a exporté plus d'1 million de tonnes de cacao. Il a connu de façon générale une hausse globale de 13% du volume du trafic en exportation et en importation. Le milieu d'affaires belge est intéressé par l'infrastructure. Une délégation s'est rendue sur place. Sam Conan. Le port autonome de San Pedro et celui d'Anvers entretiennent d'excellentes relations commerciales depuis la signature d'un accord de partenariat en 2011. Le volume de trafic entre ces deux ports, qui était de 60 000 tonnes en 2010, a atteint la barre de 800 000 tonnes en 2017. Ce trafic pourrait connaître une amélioration sensible, signe de l'intérêt que porte le milieu d'affaires belge au port. C'est le centre d'intérêt de cette rencontre qui a réuni à San Pedro les premiers responsables du port et une délégation d'hommes d'affaires belges. Elle a marqué à l'occasion son intérêt pour le projet d'agrandissement et de modernisation du port autonome de San Pedro voulu par le président de la République. Et le port ne manque pas d'atouts. Nous avons beaucoup d'intérêt de la part des entreprises qui ne sont pas seulement dans le maritime,
mais je pense aux nouvelles technologies, le BTP, la logistique évidemment, minier, plantation. Alors en tant que président de la Chambre de commerce belge, nous sommes ravis d'être ici au port de San Pedro. Jusque-là, les opérateurs que nous recevions ici au port de San Pedro, c'est des opérateurs qui étaient concernés par l'activité portuaire en tant que telle. Aujourd'hui, nous essayons dans le rôle que nous avons de créer autour du port de San Pedro un pôle de développement économique, de faire en sorte que ces visites-là puissent s'étendre à l'ensemble de la zone de San Pedro, à l'ensemble de la région de San Pedro. Les hommes d'affaires belges ont pu découvrir avec grand intérêt les potentialités du port qui a réalisé 2 894 000 tonnes de trafic domestique en 2017, soit une hausse de plus de 13% des importations, exportations et transits, comparativement à 2016. Le trafic du cacao a passé le cap d'1 million de tonnes, confortant ainsi sa position de port leader d'exportation de ce produit. Dans le domaine de la santé, l'OMS incite les pays africains à utiliser le vaccin contre la diarrhée. L'Organisation mondiale de la santé a tenu une rencontre avec 14 pays du continent, dont la Côte d'Ivoire, pour montrer l'impact du vaccin anti-rotavirus contre la diarrhée chez les moins de 5 ans. À Mississauga. Et nous reviendrons certainement sur cet élément. Direction maintenant le Bénin, pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Là-bas, au quotidien, des enfants de campagne issus de familles défavorisées sont confiés par leurs parents à des tuteurs nantis en contrepartie d'une rémunération et d'une éducation. Mais la réalité est tout autre. Ces enfants âgés de 6 à 15 ans finissent par être exploités et utilisés comme main-d'œuvre bon marché. Suivant cette enquête signée Salima Toudia et Christelle Menant. Les jours se ressemblent pour Pélagie. Tous les matins, elle arpente les ruelles du marché d'Antopa de Cotonou à la recherche d'une clientèle pour écouler sa marchandise. Un commerce qu'elle exerce pour sa tutrice depuis l'âge de 7 ans. Épuisée, Pélagie se réfugie à la baraque, un centre d'accueil où elle se sent en sécurité. Je vis avec elle depuis l'âge de 11 ans. Je travaille du matin au soir. Elle me menace si je n'écoule pas sa marchandise et me bat si je ne rembourse pas le manque à gagner. Pélagie est un enfant placé auprès d'un tiers. Au Bénin, on les appelle les vidomégons. Comme Pélagie, elles sont plus d'une soixantaine à trouver refuge à la baraque. L'animatrice souhaite garder l'anonymat. Normalement, les profils qu'on rencontre, c'est les cas de maltraitance surtout et quelques cas de viol. Quand elles prennent des marchandises tôt le matin, elles circulent dans le marché, mais pour se reposer, elles déposent les marchandises devant les tutrices, on les chasse, on les lance des urines. Donc ici, c'est un lieu pour qu'elles puissent venir se reposer. Les jeunes filles âgées de 6 à 15 ans sont confiées à des personnes par leurs parents, le plus souvent nécessiteux. Ce confiage, comme on l'appelle au Bénin, se fait en échange de 10 à 20 000 francs par mois pour les parents et plus rarement d'une scolarisation pour les enfants. Mais les engagements ne sont pas toujours respectés. Employées de maison, pour le commerce, mal nourries, non scolarisées, ces petites filles sont exploitées et exposées aux violences physiques, psychologiques et même sexuelles. Une quinzaine d'enfants vidomégons révisent à même le sol les cours d'alphabétisation et de gestion. Le lieu est tenu secret car les tutrices commerçantes s'opposent à leur scolarisation. Je vous avoue que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des fois, tu peux aller vers des parents qui vont te chasser. Maintenant, si l'enfant vient, on l'écoute. Nous les amenons à avoir le goût de la vie. On leur apprend qu'eux aussi ont des droits. Rares sont les filles qui atteignent le certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE. Au Bénin, 7 882 enfants, dont 78% de filles, déambulent dans les marchés de Cotonou. 46% ont moins de 14 ans, selon l'Institut national des statistiques et analyses économiques du pays. Aller à l'école, construire un avenir différent, c'est ce qui a poussé Émilie à la rue. À 9 ans, elle a fui la famille où sa mère l'a placée. Elle m'a placée au premier lieu. Je suis partie de chez la dame. De chez la dame, on est rentré. J'ai passé à peine une semaine avec elle. Elle est encore allée me placer ailleurs. En tout cas, des placements sur placements chaque fois. Et un jour, je lui ai dit non, que je ne pouvais plus. J'avais déjà 8 ans, 9 ans. Je lui ai dit non.
que j'en avais marre d'être placée. À chaque fois, elle recevait l'argent et quand elle partait, moi, je devais subir le coup que je ne voulais plus. Elle a dit non, que si je ne veux pas de me débrouiller seule, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans la vie. Aujourd'hui âgée de 20 ans, Émilie est en classe de terminale. Comme elle, plusieurs filles placées bénéficient de formations professionnelles mises sur pied par les sœurs salésiennes de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, IFMA. Avec l'école alternative, une centaine d'enfants Vidomégon sont inscrits à un système d'études particulier. On accueille ces enfants pour leur donner une seconde chance de pouvoir aller à l'école et d'avoir le CEP en 3 ans, au lieu de 6 ans dans les écoles formelles. Comme pour rattraper le temps et devenir plus vite autonome. D'autres initiatives de particuliers existent pour venir en aide à ces filles. Ousmane, le tuteur de Zahara et Hassana, approuve ce combat pour l'autonomisation. Sur 3 ans, il envisage d'épargner pour ses filles afin de financer leur projet. S'il y a une qui décide qu'elle va aller dans l'apprentissage, je le mets dans l'apprentissage, je lui fais tout. Elle va avoir son atelier. Mais s'il y a une fille qui voulait du côté commercial, il n'y a pas de souci. Là, je vais lui donner de l'argent, ce qu'il faut, je vais lui donner. Ils vont faire 3 ans avec moi et le reste, c'est moi qui va s'en occuper. Le phénomène, détourné de son sens traditionnel de confiage à un parent aisé, est un réel business entre parents et tuteurs. Cette déviance traverse les frontières. Certains n'hésitent pas à céder leur progéniture à des intermédiaires qui les conduisent clandestinement dans des pays tels que le Nigeria, le Togo, le Gabon, le Congo-Brazzaville et même les Émirats arabes unis. Un réel trafic transfrontalier. Selon une étude réalisée en 2008, 40 000 enfants sont victimes de cette traite. Les chiffres interpellent les autorités et la situation inquiète l'UNICEF. Nous avons appuyé la Direction générale du travail pour l'élaboration d'une charte qui est assortie d'un protocole d'accord avec un plan d'action pour que les enfants ne soient pas exploités dans ces marchés. Le code de l'enfant prévoit des sanctions et ça va de simples amendes jusqu'à des peines de prison selon la gravité de la situation. Selon les accords que nous avons avec chaque pays, nous réussissons à faire revenir les enfants, à les réintégrer dans leur famille. Pour l'heure, la pratique reste une triste réalité et un cauchemar pour des milliers d'enfants africains. Pélagie, Émilie, Zahara et Hassana sont des noms empruntés afin de préserver leur identité. Et revenons sur la rencontre initiée par l'OMS avec 14 pays d'Afrique. En première ligne, l'utilisation du vaccin anti-rotavirus pour lutter contre la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Ami Sissoko. 215 000, c'est le nombre d'enfants de 0 à moins de 5 ans qui décèdent de la diarrhée chaque année dans le monde. Selon l'OMS qui donne ces chiffres, ces décès interviennent pour plus de la moitié en Afrique subsaharienne du fait du rotavirus. Le virus est à la base de 38% des cas de maladies diarrhéiques des enfants en Côte d'Ivoire. En 2009, pour protéger les enfants, l'OMS introduit donc le vaccin contre la diarrhée, l'antirotavirus, en Afrique. C'est un virus qu'on peut contracter parce qu'on a les mains sales. Il n'y a pas de thérapeutique en tant que tel. Vous allez prendre des antibiotiques, mais l'enfant va continuer à faire la diarrhée. C'est pourquoi il est recommandé de donner le vaccin qui va protéger les enfants contre cette affection. 12 pays en Afrique sur 32 utilisent déjà le vaccin anti-rotavirus, dont la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'heure est au partage d'expériences sur l'impact, l'efficacité et l'innocuité de ce vaccin. 14 pays, entre autres, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda et le Bénin sont réunis à cet effet. Le vaccin anti-rotavirus en Afrique pose toujours des problèmes parce que nous avons beaucoup de choses qui circulent. Nous avons des infections avec les sources animales, nous avons la malnutrition. Donc il y a un ensemble de données qui fait que le vaccin n'est pas aussi, je ne dirais pas efficace, mais ne rencontre pas les mêmes problèmes que dans les pays européens. Donc c'est pourquoi chaque fois il faut discuter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer en fait le vaccin. Le vaccin anti-rotavirus est un vaccin oral. Ce vaccin contre la diarrhée est destiné aux enfants de 0 à moins de 5 ans. Il a été introduit en Côte d'Ivoire en 2017. Sa couverture vaccinale est de 80% selon le programme élargi de vaccination.
Le mois de jeûne musulman tire à sa fin et dans le même temps, les musulmans préparent le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, le Hajj 2018. Une nouvelle condition des autorités saoudiennes cette année, la prise des empreintes digitales des candidats au Hajj. Parga se reconnaît. Siège du commissariat du Hajj dans la commune de Cocody. À l'intérieur de la salle de conférence, les journalistes réunis autour du commissaire du Hajj, l'imam Bachi Ouattara. Au centre des discussions, la nouvelle mesure prise par les autorités saoudiennes pour le pèlerinage à la Mecque, édition 2018. Il s'agit de la prise des empreintes digitales des candidats au Hajj 2018, une exigence des autorités saoudiennes pour tous les candidats au Hajj 2018. Pour avoir le visa, il faut forcément passer par là. Pour le premier responsable du Hajj, cette nouvelle opération va faciliter aux pèlerins ivoiriens l'entrée sur le territoire saoudien. Si on fait ce premier enrôlement, dès que le pèlerin arrive en Arabie Saoudite, il dépose son index, automatiquement toutes ces informations apparaissent. En moins de 5 minutes, les gens vont passer, ça va faciliter le travail. Au cours de cette conférence, l'imam Bachi Ouattara a annoncé que les candidats au Hajj 2018 seront convoqués selon le calendrier suivant. Du 16 au 30 juin 2018, les pèlerins des communes du district d'Abidjan. Du 2 au 12 juillet 2018, ceux de l'intérieur du pays. Objectif, prendre l'empreinte digitale de tous les candidats au Hajj en vue de respecter et mettre en pratique la décision prise par les autorités de l'Arabie Saoudite. Selon les responsables du commissariat du Hajj, le premier départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite aura lieu le jeudi 26 juillet 2018. Aujourd'hui, 29e jour du mois de Ramadan, la phase d'observation du croissant lunaire a démarré ce soir. S'il est aperçu, l'Aïd el-Fitr sera célébré demain 14 juin. Dans le cas contraire, cette fête qui marque la fin du mois de jeûne sera célébrée après-demain 15 juin. Les imams du Kozim et du Codis sont réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf. Ils s'accordent jusqu'à 22h30 pour une déclaration sur les antennes de la RTI parce que jusque-là, le croissant lunaire n'a pas encore été observé sur le territoire national. En attendant la fin de ce mois de pénitence, les musulmans continuent de poser des actes de dévotion et de partage. Le député de la commune de Yopougon, Zié Daouda Koulibaly, a fait des dons de kits alimentaires et initié des ruptures collectives du jeûne dans les mosquées de la commune de Yopougon. Laurent Sacho et Abou Sanogo. Le quartier de Yopougon Banco 2 a abrité la 3e édition de la journée de spiritualité musulmane. Une journée initiée par le député Zié Koulibaly Daouda Peoueligna et qui vise à renforcer les liens de solidarité entre les différentes communautés du quartier Banco. Nous avons voulu cette année apporter une innovation de taille. C'est le lancement de 2 grands projets à travers 2 grandes ONG. D'abord, le projet du festival des chorales musulmanes. Le second projet, c'est l'ONG Lecture coranique pour tous et Restaurant du Cœur. Faire en sorte qu'une fois par mois, des enfants orphelins puissent partager un repas décent dans une mosquée à Yopougon. Et puis, la lecture coranique de tous. Vous savez très bien que le programme de la journée fait qu'on n'a pas le temps d'apprendre, n'est-ce pas, le Coran. Surtout ceux qui partent à l'école. Nous voulons donner la chance à ceux qui peuvent aller à l'école de trouver un temps pour apprendre, n'est-ce pas, le Coran. Parler de spiritualité, c'est parler des bonnes attitudes qui l'accompagnent, selon les guides religieux. Je voudrais inviter mes parents, vous exhorter à rester concentrés dans vos prières. Les fidèles musulmans et non musulmans ont salué les actions du député Zié Koulibaly Daouda Peoueligna à Yopougon. Nous souhaitons que ce genre d'initiative-là soit continuelle au sein de toute la communauté. C'est ce que nous recherchons et ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour cela que nous mettons toute notre confiance en lui. Le député Zié Koulibaly Daouda Peoueligna prévoit le lancement de la phase pilote du projet du festival de la chorale musulmane, du concours de lecture coranique et de l'ONG Restaurant du Cœur en juillet prochain dans la commune de Yopougon. La direction du Rassemblement des Républicains, RDR, initie aussi des ruptures collectives du jeûne. La jeunesse a été conviée à communier à cette occasion et le vice-président chargé de la mobilisation a saisi l'occasion pour sensibiliser sur le parti unifié. Parga se reconnaît. La question du parti unifié au cœur de la rupture collective initiée par le vice-président du Rassemblement des Républicains RDR chargé de la mobilisation, Adama Bictogo. Objectif,
soutenir et accompagner la vision du président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara, celle de faire du RHDP, Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, un parti unifié. Nous sortons d'un congrès extraordinaire qui a vu donc l'adhésion de notre parti au RHDP unifié. Il était donc normal pour ce jeune, pour qui donc le RHDP unifié fonde l'avenir. Il était donc bon que nous échangions sur les perspectives de la jeunesse RDR au sein du RHDP unifié. Pour Adama Bictogo, le parti unifié est une chance pour la Côte d'Ivoire de préserver la paix et la stabilité, mais surtout de booster son développement. Il était bon qu'avec nos jeunes frères, nous partagions l'intérêt, l'essence même du RHDP unifié et qu'ensemble, nous accompagnons le président dans ce nouveau défi qui est un défi qui va offrir à la Côte d'Ivoire un socle solide pour une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire qui gagne. L'initiative du vice-président du Rassemblement des Républicains chargé de la mobilisation, bien accueillie par la jeunesse républicaine, invité spécial à cette cérémonie de rupture de jeunes. Connaissant très bien les jeunes du RDR, les jours à venir, vous sentirez le dynamisme de cette jeunesse sur le terrain et vous verrez que les messages sont passés à la base et c'est le RHDP unifié qui se renforce de jour en jour. Cette rupture collective du jeune a bénéficié du soutien du secrétariat national, des cadres du RDR et des membres du bureau politique. Dans le département de Biankouma, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les militants du RDR expriment leur reconnaissance au gouvernement et au chef de l'État, notamment pour le travail accompli en faveur du développement de leur région et du pays en général. Abou Sanogo. Pour cette journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara à Biankouma, les militants du RDR sont venus en grand nombre des villages et des quartiers du département. Une délégation de la haute direction du parti conduite par Lansine Diabaté, directeur de cabinet adjoint de la secrétaire générale du RDR, est allé à la rencontre des militants du département pour les galvaniser et les appeler au rassemblement autour des actions de développement du président de la République dans le département de Biankouma. Le vice-président du RDR, chargé de la région du Tonkpi, Siki Blon-Blaise, a invité les militants à œuvrer pour le parti à Biankouma, puis les a exhortés à participer massivement à l'opération d'enrôlement. Une motion de soutien et de remerciement au président de la République Alassane Ouattara a été lue par les militants eu égard des réalisations dans leur département, notamment les constructions d'un nouveau château d'eau, de plusieurs écoles primaires à Kabakouma, Biankouma village et Vézul, la réhabilitation et l'électrification du lycée moderne et l'ouverture de nouvelles pistes désenclavant les villages Toura. Le député Siki Blon-Blaise a fait un don de 20 cartons de sucre aux musulmans de Biankouma au nom de la secrétaire générale du RDR, Kandia Kamaha. En sport football, nous sommes à J-1 du coup d'envoi du Mondial 2018 en Russie. Le coup d'envoi officiel de la 21e édition du plus grand événement sportif de la planète sera donné demain jeudi à Moscou. Le match d'ouverture va opposer la Russie à l'Arabie Saoudite dans le célèbre stade Loujniki récemment rénové. Et pour la Coupe du Monde 2026, c'est le trio États-Unis, Mexique, Canada que la FIFA a choisi pour organiser le premier mondial à 48 équipes. Le trio américain a recueilli 134 votes des délégués de la FIFA contre 65 pour le Maroc. Samuel Metch. Les délégués des pays membres de la FIFA ont désigné le trio États-Unis, Mexique et Canada pour l'organisation du Mondial 2026 en terre américaine. La candidature américaine a récolté 134 voix et a été préférée à celle du Maroc, 65 voix, par les 203 fédérations votantes et 4 bulletins blancs. La Coupe du Monde 2026 se déroulera donc pour la deuxième fois aux États-Unis après 1994, la troisième fois au Mexique après 1986, contrairement au Canada qui sera à sa première organisation. Il s'agira normalement de la première Coupe du Monde à 48 équipes, même si ce changement pourrait intervenir 4 ans plus tôt au Qatar. La commission d'évaluation de la FIFA a donné sa préférence à cette candidature commune, notamment parce que les stades et infrastructures sont déjà construits, contrairement au Maroc qui devait ériger 3 nouvelles enceintes et en rénover 5.
Cette préférence à la candidature américaine est donc le 5e échec du Maroc dans sa quête d'organiser un mondial après 1994, 1998, 2006 et 2010. Revenons pour terminer sur ce drame qui s'est produit aujourd'hui à Yamoussoukro. Un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré dans la mi-journée. Une vingtaine de personnes ensevelies ont pu être sorties des décombres et évacuées vers les structures sanitaires. Mais les recherches se poursuivent à la recherche d'autres survivants, toujours coincés sur les décombres. Aucun mort n'a été enregistré pour l'heure. Et voilà, merci d'avoir suivi ce 20h. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.